continue avec notre quatrième et dernière rencontre autour de Pauline Lamy. Pauline Lamy, c'est quelqu'un d'engagé. Elle a un musée de poche. Bonjour Pauline. Bienvenue. Je te laisse la main, en fait, pour travailler autour de propositions artistiques innovantes avec des exemples bien concrets. Et puis, on se revoit on t'écoute avec attention, vous écoute avec attention. Alors, du coup, je vais accueillir Nathalie Crassé, Nicole Roux et Patrice Chazotte qui devraient revenir. Oui. Donc, on va commencer avec le travail de Nicole Roux, qui est éducatrice de jeunes enfants et qui est à l'initiative de la création de la Maison des Petits au 104 à Paris. Ou peut-être déjà présenté peut-être le 104, je ne sais pas si ici vous avez déjà entendu parler de cet établissement culturel parisien. Bonsoir, donc je m'appelle Nicole Roux, je suis psychologue clinicienne, oui. Mais j'étais éducatrice de jeunes enfants, mais ça a toute son importance parce que je vais vous parler d'un lieu qui s'origine dès l'ouverture du 104, qui est un établissement public de la ville de Paris, dans un quartier à forte mixité culturelle, dans le quartier qu'on dit le plus pauvre de Paris, qui est lié aussi à sa concentration d'immeubles HLM et les plus hautes tours de Paris, donc énormément de familles. Et on a construit le projet à partir des indices INSEE qui étaient assez alarmants. Et on s'est posé la question de savoir que faire dans un lieu innovant, qui était le 104, pour rendre un service public aux familles le plus approprié à leurs besoins. Et on a créé donc un lieu d'accueil enfants-parents, tel que vous devez les connaître, initié à l'origine par Françoise Dolto, il y a de longues années, et puis d'autres depuis, un peu partout en France. La spécificité de la Maison des Petits au 104, c'est d'être inscrite dans un lieu d'art. Donc le parti pris n'était pas de faire entrer les familles par l'art dans le 104, mais par les enfants et leurs parents. Donc la famille élargie, bien sûr. Donc je vais d'abord vous présenter le 104 pour voir de quelle manière on s'inscrit à l'intérieur. C'est un bel établissement. Et dans cet établissement de 40 000 m², visible à peu près pour le public 25 000 m², il y a la Maison des Petits qui fait 133 m². Donc on pourrait penser que c'est petit, mais compte tenu du projet, pour nous c'est assez grand, et même parfois trop grand. Donc je vais vous montrer le 104. Qu'est-ce que le 104 représente pour moi? Inquantifiable. Comment décrirais-je son atmosphère? Paradoxale. Il est assez étonnant de constater que ce lieu, dont le nom est un nombre, présente à ce point le trait de ne souffrir d'aucune forme de comptabilité. Singulier. Création, mouvement. Bonheur. Surprenant. Plaisir. Liberté. Attachant. Beauté. C'est un endroit de confiance, de respect, fidèle allié des précurseurs et autres fous à la lucidité salutaire. Il faut avoir traversé la grande nef du 104 pour comprendre les enjeux qui s'y dénouent. Une pluralité réussie, ici, chacun est possible et tous à la fois. Ateliers qu'on met à disposition de la création de salles de spectacle, de menus commerce, j'ai envie de dire, un café, un restaurant, une boutique Emmaüs, une librairie et la Maison des Petits et des espaces qui sont dédiés aux pratiques amateurs. Toutes les personnes que vous avez vues quasiment là dans les espaces ouverts du 104, ce sont des personnes qui viennent spontanément dans le 104, c'est-à-dire ce ne sont pas les artistes de 104, mais les habitants du quartier ou des personnes éloignées du quartier qui viennent répéter dans tous les espaces ouverts du 104.
Donc moi, je vais m'axer plus sur la Maison des Petits, qui a été, dès l'origine du projet du 104, une partie intégrante au projet global du 104. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit qu'on a ouvert, puis on s'est posé la question ensuite. On a décidé de faire un lieu d'accueil enfant et on a très vite fait appel à Nathalie Crasset pour faire le design du lieu. Car l'idée, c'était évidemment non pas de faire faire une pratique aux enfants, puisque les familles à qui on s'adresse, c'est les enfants entre 0 et 6 ans, mais c'était bien de les faire entrer dans un lieu d'art pour qu'ils aient accès à tout ce qui est proposé au 104, en tout cas dans un second temps. Donc ils sont venus pour jouer tout simplement au 104 avec leurs enfants, dans un lieu beau, contenant, designé par Nathalie Crasset, donc une œuvre d'art en soi. Donc je vais vous la montrer. Nathalie vous montrera plus de photos des équipements. Alors, je ne sais pas comment on fait, par contre. Comment on fait pour... Quelqu'un peut m'aider? Ouais, je ne sais pas faire. Voilà. Donc, le design est très, très fort. Et on a demandé à Nathalie Crasset de faire notre design pour porter le projet. C'est-à-dire que c'est un travail en concertation. Elle n'a pas fait un projet et puis nous, on s'est inscrit dedans. Le cahier des charges a été donné à Nathalie Crasset afin de faire un endroit qui permette d'accueillir autant les adultes que les enfants. C'est-à-dire que les adultes ne sont pas forcément assis sur des petites chaises. Donc, c'est un outil de travail qui va bien vous décrire, qui permet des circulations libres dans l'espace, et ce qui fait que nous, on a à se mêler le moins possible de ce que les familles vont pouvoir faire à l'intérieur du lieu. Ce n'est pas un lieu d'activité, ce n'est pas un lieu d'enseignement, ce n'est pas un lieu d'éducation, mais le fait de fréquenter au quotidien, parce que c'est possible, nous sommes ouverts du mardi au dimanche, les familles peuvent répéter à l'envie et selon là où ils en sont dans leur vie, ce qui est proposé dans la Maison des Petits. C'est très simple. Ils peuvent jouer, dessiner, lire, jouer à l'eau et faire de la peinture. En gros, c'est ça. Et évidemment, comme on s'inscrit dans le 104, toute la programmation du 104, apparaît et disparaissent des jeux en fonction de la programmation du 104. Il y a des jeux qu'on retrouve toujours, parce que les enfants ont besoin de pouvoir répéter des activités, des jeux simples, jouer avec des petites voitures, des animaux, ça s'appelle des jeux symboliques, de la dinette, et puis des jeux plus singuliers qui font que les familles vont s'interroger sur qu'est-ce qui se passe dans ce lieu, qu'est-ce qu'on peut y faire, et surtout qu'il y ait une découverte permanente, des choses qu'on retrouve et des choses qui viennent interroger les familles et notamment les enfants. Parce que souvent, ce qu'on propose, on se demande bien ce qu'on peut faire avec. Et bien souvent, on se garde de répondre à ce qu'on peut faire avec. C'est à eux de se découvrir. L'idée dans ce lieu, je ne sais pas ce que j'ai fait du truc. C'est toi? Je veux bien que tu passes. L'idée, c'est de venir avec son enfant. Le personnel, principalement, ce sont des psychologues cliniciens et on travaille avec une artiste photographe qui pense toutes les propositions plastiques qu'on va mettre dans la Maison des Petits et on travaille en lien avec les artistes qui sont en résidence quand ils en font la demande. C'est un travail qui s'origine dans le désir de chacun d'être là. C'est-à-dire que les familles qui viennent spontanément, on ne fait pas de publicité, elles entendent parler, c'est du bouche à oreille. Évidemment, on a notre programme, la Maison des Petits existe dans le programme, mais on ne va chercher personne. Donc ça, c'est tout le volant, je veux dire, accueil public tous les après-midi de l'année. On est fermé 3 jours par an, excepté 15 jours pendant les vacances d'été. Mais tout l'après-midi, et je pense que ça, c'est tout l'intérêt, c'est de cet outil de travail qui est un outil vraiment au service des familles prioritairement, mais pas que. Chaque matin, la Maison des Petits est ouverte pour accueillir des partenaires. Et ce qu'on appelle des partenaires, ce sont des travailleurs sociaux, ça peut être des acteurs sur le territoire, des éducateurs, des crèches, centres d'hébergement d'urgence, hôpital mère-enfant. Toutes ces personnes-là sont accueillies gratuitement chaque matin dans la Maison des Petits pour pouvoir bénéficier de notre accueil. Alors, il ne s'agit pas évidemment de la relation parent qui est observée comme dans les lieux d'accueil enfants-parents, mais plutôt comment l'enfant va être en relation avec l'adulte d'une manière générale pour découvrir notre proposition, donc dans un lieu d'art. Et l'intérêt de pouvoir accueillir tous ces partenaires, c'est un nombre de 43 partenaires. On reçoit à peu près 26 000 personnes par an dans la Maison des Petits. C'est de faire tout un maillage sur le territoire, parce que nous sommes dans un lieu anonyme, les familles sont accueillies anonymement, ce qui fait qu'on ne travaille pas en réseau, rien ne sort de la Maison des Petits, y compris les choses difficiles qu'on arrive à entendre, ce qui fait qu'on n'oriente non plus personne, mais on peut servir. On peut informer les familles de ce qui existe autour d'eux pour qu'ils puissent s'orienter. Et du coup, si nous, on n'oriente pas, tous les travailleurs sur le territoire, eux, nous connaissent, se saisissent du lieu et orientent les familles vers la Maison des Petits quand ils en sentent la nécessité.
Mais on peut venir dans la maison des petits pour jouer. Il faut vraiment garder ça en tête, pas avec n'importe quoi, puisqu'on était très choisi. Mais la première chose qu'on propose, c'est de jouer. Sous couvert de jouer, on observe la relation et on va pouvoir l'accompagner ou pas. Parce qu'il y a des familles qui s'arrangent pour ne pas nous parler. Il y a des familles qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous les yeux de psychologues. Ça n'a aucun intérêt de leur dire. Et puis il y a aussi des familles qui savent qu'on existe et qui viennent précisément pour nous parler de ce qu'ils rencontrent de difficile dans leur vie. Ça peut être des choses pas très graves, hein, mais difficiles à vivre, comme des choses évidemment dramatiques. Voilà. Et pour faire ce beau travail, bien, Nathalie Crasset, je crois que tu peux nous expliquer ce que tu as fait pour nous. On va rentrer plus en détail. Oui, juste pour préciser ce que vous voyez là à l'extérieur, là c'est à l'extérieur et tous les mercredis il y a une fondation, parce qu'il s'agit aussi de financement, il y a une fondation qui nous mécène et qui anime un atelier de Duplo, un jeu très modeste, très simple, mais tous les mercredis en accès libre et parfois il y a une centaine d'enfants qui jouent sur le petit salon. Et ce petit salon, il est né d'un quelque chose de négatif. La maison des petits est tout de suite complète, très rapidement complète. Et pour que les familles puissent patienter sans s'ennuyer, on a demandé à Nathalie Crasset de faire le petit salon. Ils y trouvent des jeux, des tableaux, et en permanence des jeux en accès libre pour pouvoir jouer. Et on a pu aussi, avec Nathalie, compléter des choses qu'on avait oublié de faire dans la maison des petits. Et donc on a parfait notre projet de la maison par l'extérieur. Et juste pour dire qu'on assume parfaitement que toutes les familles ne puissent pas entrer tout le temps, à chaque fois qu'elles le veulent, dans la maison des petits, parce que nécessairement, puisqu'elles sont dans un lieu d'art, puisqu'elles ont fait la démarche de venir jusqu'à là, et pas forcément pour venir découvrir l'art, le fait de ne pas pouvoir entrer, ils vont se balader dans le 104, et tout simplement, l'art va entrer dans les familles parce que les enfants vont se promener avec leur famille en attendant dans le 104. Vous avez l'impression qu'il y a un renouvellement, justement, puisqu'il y a des gens, c'est saturé, donc ça bouge. Est-ce que vous avez l'impression que ça ne cesse de s'ouvrir, ou est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes ? En fait, comme c'est un service qui est rendu, j'ai envie de dire que les familles à qui on a rendu le service qu'ils cherchaient, mais on ne sait pas quoi, on ne peut pas savoir ce que les familles viennent chercher, quand le service est rendu, parfois ils ne viennent plus, et s'ils ont besoin encore de renouveler l'expérience, elles reviennent. Mais comme on est sur du 0-6 ans, les enfants près de 6 ans, ils n'ont plus trop envie de venir, parce que ça fait des années qu'ils reviennent, mais à 80%, les familles reviennent, et il y a toujours 20% de nouvelles familles. Voilà. On va écouter Nathalie. Nathalie, maintenant. Donc moi, je suis designer industriel. J'ai toujours été très intéressée par la transmission. Je n'ai pas attendu d'avoir des enfants moi-même pour m'occuper d'enfants. Et c'était à chaque fois une belle rencontre. En fait, je pense que dans le secteur de la petite enfance, il y a des gens qui sont vraiment engagés. Et c'est de ces rencontres en fait que sont nés plusieurs projets. Donc la Maison des Petits, comme on vient de l'expliquer, donc dans un grand bâtiment industriel. L'idée, c'était de recréer des petites zones à échelle humaine. Ici, on parle à hauteur d'enfant. Moi, je parle d'échelle humaine. Déjà, dans une ville, on a besoin déjà d'être à l'échelle humaine avant d'être à hauteur d'enfant. Et l'idée, c'est de proposer des structures pour les différents âges, mais aussi différents types d'autonomie. Bien sûr, c'est l'idée aussi de proposer des structures plus informelles, le fait d'être assis au niveau de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu aussi que j'ai pratiqué en allant en Corée. Il y a beaucoup de restaurants populaires où on est assis à même le sol et d'un seul coup, on a l'impression que les enfants sont très libres. Ils repartent, ils reviennent, il y a une espèce de vie qui s'installe. Et donc, l'idée, c'était vraiment de profiter de cette structure pour vraiment que la relation entre les parents et les enfants soit vraiment différente de celle qu'on peut avoir dans le cadre domestique. On voit au fond un jeu d'eau, puisqu'on sait que c'est très important pour les petits. Peut-être, Nicole, que tu peux préciser pourquoi c'est important que les petits jouent avec l'eau. C'est un peu l'apprentissage des mathématiques, moitié plein, moitié vide, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un peu ce qui était expliqué ce matin, c'est le dedans, le dehors, le plein, le vide, d'intégrer ces notions pour soi, c'est-à-dire dans son rapport au monde aussi, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui est à l'intérieur, mais c'est aussi l'apprentissage du contrôle des sphincters, on n'y pense pas souvent, mais il s'agit de ça aussi. On s'adresse à des enfants très petits,
Et aussi, il y a des enfants à qui on ne permet pas forcément de jouer avec l'eau. Et ben, nous, on leur offre cette possibilité-là. Et ils intègrent peu à peu les notions. Et en fait, c'est ça qui est important de retenir, c'est que dans ce lieu, il y a des choses mises à disposition et chacun va pouvoir venir chercher ce dont il a besoin. Et bien sûr, comme ils peuvent venir souvent, une fois que ce dont ils avaient besoin c'est résolu, ils peuvent se lancer dans autre chose. Et il y a des enfants aussi qui commencent par papillonner ou des parents qui s'assiedent toujours au même endroit et peu à peu, ils investissent l'espace et finissent par faire tout ce qui est proposé. Et puis, il y a au centre, en fait, et là, c'était vraiment la spécificité d'un accueil de bébés. Donc, l'idée de les protéger en quelque sorte, parce que les parents vont, en fait, les poser dans ce que j'ai appelé le nombril, qui est en fait une espèce de nouvelle typologie de mobilier, à l'usage d'un petit groupe de parents, avec les enfants qui sont au centre, en faisant en sorte que les parents puissent être ensemble, bien sûr, avec ce petit champignon au-dessus de la tête qui va permettre de recréer un espace tout en gardant l'espace complètement ouvert. Donc ça, c'est une typologie que j'aime beaucoup et d'ailleurs, on verra que forte du succès qu'elle a eu dans la Maison des Petits, je l'ai remis dans d'autres projets après, puisque j'aime bien en fait partir des expériences réussies en l'occurrence. Voilà un peu l'état d'esprit qu'on peut avoir dessous la structure. On voit qu'il y a d'autres champignons. Donc on m'a demandé de faire une création et ça c'est d'une grande générosité. Je pense qu'il faut montrer aux tout petits qu'en fait c'est nous qui créons ce monde. Il faut avoir des cadres complètement qualifiés. C'est du cadre sur mesure pour l'équipe de Nicole et pour Nicole. Et c'est quelque chose qu'ils ne vont retrouver nulle part ailleurs. Il faut préciser que nos enfants sont baignés aujourd'hui dans un monde qui est hyper industrialisé et qui se répète souvent avec les mêmes structures en fait, industrielles. Et là, l'idée, c'est de jouer le jeu du singulier, une autre façon d'accueillir. Donc là, on a les champignons qui vont porter, là, c'était vraiment juste à l'ouverture, des dessins en vertical, des livres, et puis bien sûr des petites tables. Et voilà. Et Nicole, tu veux conclure, en fait Oui, je peux conclure. En fait, ce qui a été demandé à Matali et tout l'intérêt de travailler avec un designer, c'est donc de permettre des circulations libres, mais que chacun puisse se répartir dans les espaces. Et il y a eu par exemple des petites astuces qui sont arrivées dans un second temps. Il y avait des espaces inoccupés, mais des tout petites choses. On y a incrusté des miroirs et ainsi de suite. Ce qui fait que les enfants à quatre pattes peuvent aller se mirer dans les miroirs. Pour ceux qui savent... Une cabane perchée. Voilà. Il y a une cabane. C'est-à-dire que le projet, ça fait 10 ans qu'il est ouvert. Ça fait 10 ans qu'il évolue. Et on n'est pas arrivé au terme de ce qu'on peut faire, puisque cet été, on va faire des travaux pour améliorer encore un espace, notamment l'espace jeu d'eau, voilà, qui est très usité et du coup très usé aussi. Et on n'a pas vu l'entrée qui en fait propose un canapé où en fait on va accueillir l'enfant en étant justement à sa hauteur et en accueillant d'abord l'enfant avant d'accueillir les parents. Bien sûr, on travaille avec tous les fondamentaux de la Maison Verte, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas que le seul lieu de référence. Mais c'est quand même important, c'est que la première personne qui est accueillie dans le lieu, c'est l'enfant avec sa famille. On lui signifie qu'il est inscrit dans sa filiation et on note son prénom, d'où son âge et avec qui il est venu dans le lieu et où ils habitent. La question statistique pour aussi savoir si les gens du local bénéficient du lieu. Comme le 104, il n'a pas vocation à être juste dans un quartier, mais une vertu à être connue sur l'étranger. Il ne s'agit pas non plus de faire un lieu juste de proximité. Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs temporalités qui permettaient aussi d'accueillir différents publics. En semaine, plus la proximité. Le mercredi week-end, encore plus de mixité. Et ainsi de suite. Et on s'éloigne pendant les grandes vacances. Mais en tout cas, les personnes qui ont l'habitude du lieu, elles restent là, même quand c'est les grandes vacances. Voilà, j'ai oublié de préciser que les projets sont présentés par ordre chronologique. Donc le 104 et puis tout de suite après le Blob Terre de Matali. Donc là, c'est un projet au Centre Pompidou pour la Galerie des Enfants. Un projet là aussi d'une grande générosité mené avec Corinne Rosenthal. Et l'idée, c'est de créer en fait un monde à part entière, de pouvoir y inviter les enfants qui vont se placer comme des petits explorateurs. Et le Blob Terre, justement, va être
accueillis à Clermont prochainement. Alors on est en train de réfléchir ensemble sur quelle forme on va lui donner, puisque là actuellement il est constitué, comme vous voyez, c'est une fiction qui devient réalité. Il est constitué d'un certain nombre de plantes que j'ai appelées les extratoufs, dans lesquelles on va pouvoir faire des choses, et il va falloir choisir les extratoufs qui correspondent aux plus petits. Et qui permettent, en fait, comme on le voit ici, de porter des matières, de porter un certain nombre d'usages. Et donc là, c'est assez beau de voir que c'est un projet itinérant, mais du fait de la particularité de Milleformes, de revoir en fait comment le projet va pouvoir s'inscrire. Donc on voit ici un peu la façon dont il était montré. C'est un petit plan, une petite cartographie de ce territoire à découvrir par les enfants. Et vous voyez tout en haut un petit personnage qui s'appelle Flom, qui est en fait le petit personnage émissaire. Là encore, l'idée c'était de travailler sur l'hybridation. Il est moitié végétal et moitié humain, dans l'idée de se mettre un petit peu plus à la place en fait du végétal. Et voilà. Donc voilà quelques vues. Il y a bien sûr dans ce projet l'idée d'être de faire une petite communauté, de pouvoir interagir, de pouvoir prendre des matériaux, de pouvoir le construire, le finir, de pouvoir aller, comme on le voit ici sur l'image, au centre, autour d'un feu, écouter l'histoire du bloc terre. Et on voit ici toutes les différentes possibilités qui sont proposées, notamment une avec un tapis où on va connaître l'odeur du bloc terre, puisque tout est spécifique dans le bloc terre, et tout permet en fait d'éveiller, là encore, avec les sons, avec les odeurs, en regardant, en sentant ces petits pompons. Et bien sûr, il y avait aussi une place pour des instruments de musique, comme vous le voyez ici. Je vais passer la parole à Patrice, en fait, qui va, en continuité, parler de son action. Enfin, je ne sais pas de quoi, d'ailleurs. Oui, allez, merci Nathalie. Enfin, moi, je suis très heureux d'être là avec vous, mesdames, parce que je respecte beaucoup votre travail que vous faites. Voilà, c'est des formes très différentes, mais complémentaires. Et je pense qu'on a une passion commune, c'est justement que pour nous, l'enfant, il n'y a pas de taille d'enfant où on dit ça va être sérieux ou pas sérieux. C'est que dès le plus jeune âge, on met le maximum de ce que nous pensons qui doit être de qualité et de respecter de l'énergie, les budgets, enfin bref, tout. Voilà, et que ça donne ces projets qui, pour moi, sont importants et qu'on défend depuis 1977. C'est-à-dire que tout projet culturel, on peut faire de l'offre culturelle. Ça, on le fait, le ministère de la Culture. On produit nous-mêmes dans nos maisons beaucoup de projets culturels. Mais ce qui est intéressant, c'est à un moment donné de se poser, de dire voilà, comment on crée aussi une histoire, des lieux spécifiques, des lieux qui vont être incarnés par des personnes. Tous ces projets-là, en fait, je pense qu'ils n'existent pas parce que sans les chefs de projet, sans les créateurs, sans les responsables de lieux qui se défendent tous les jours, vous le savez vous-même en tant que professionnel. Donc, les projets qu'on va avoir dans Milleformes auront, là justement, le titre a été bien trouvé parce que on aura des formes très très différentes. Et ce qu'on met comme... alors, je ne sais pas que j'improvise, c'est que... Qu'est-ce qu'on... Non, ce n'est pas l'improvisation, pas du tout. Alors, j'évite de raconter la même chose tout le temps. Voilà, bon. On a à la fois des ateliers, on a un bâtiment, on a des œuvres. Et c'est tout ça qui fait notre quotidien et qu'on a envie de transmettre dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que l'opération, enfin, le Centre Pompidou, on va dire qu'il a été historiquement beaucoup sur les 6-12 ans. Et ça s'explique socialement. On va dire en 1977, quand s'est créé le centre, ça a l'air tout évident aujourd'hui, mais il n'y avait pas forcément des ateliers dans tous les musées. Et le centre a été un des lieux innovants dans la matière. Et puis au fil du temps, on a vu la tranche d'âge baisser, la fréquentation aussi des familles et des enfants venir dans les lieux, les musées, s'élargir. Et on est passé des 6-12 au 3-5, et puis au fur et à mesure, vous voyez, maintenant on est arrivé à 0. Voilà. Et cette question-là, qui pour nous est assez évidente en tant que professionnels, arrive au fur et à mesure dans la société, parce que je pense qu'il y a une évolution aussi aujourd'hui de préoccupations communes, de faire que l'enfant aussi ait une place un peu particulière, que peut-être le monde de hier, on n'a pas envie de le faire comme hier, justement, et d'imaginer un autre monde pour eux.
et que nous, on a une part de la culture de proposition. Tout ça ne se fait pas seul. C'est pour ça que les créateurs, on l'a déjà dit, beaucoup dans ces tables rondes sont très importants. Et que moi, ce qui m'intéresse aussi dans un projet, c'est pas multiplier les choses, c'est rendre que les projets aussi, notamment ici à Clermont, ce qu'on va faire est un projet un peu spécifique et particulier. Parce que là aussi, ça nous demande et ça exige de notre part, à tous, d'être créatifs, de pousser jusqu'au bout certaines choses. Ce que on va faire ici, on ne le fait pas à Paris, pour différentes raisons, parce qu'on accueille 3,5 millions de visiteurs par jour, et ce n'est pas possible forcément d'avoir une relation de proximité. On peut le déplorer, mais c'est une réalité. Et nous, la question, c'est comment rendre ce lieu de 6 étages au Centre Pompidou aussi plus accessible, avoir une relation humaine facile. Voilà. Et donc les lieux comme Clermont nous intéressent beaucoup parce que c'est 700 mètres carrés, c'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Et c'est intéressant parce que je pense dans ce lieu, notamment avec cette cuisine un peu centrale, moi je viens du sud-ouest, alors moi la cuisine c'est important. Donc la cuisine centrale, c'est là où il se passe plein de choses. Hein. Moi j'invente rien, c'est ce qu'on se dit aussi, c'est que c'est là où on peut se raconter, on peut composer, on peut goûter, on peut voilà. Et on va dire c'est pas de la culture, si tout ça est de la culture, parce que déjà je pense que de tout petit on lui raconte des histoires, on lui fait toucher des matières, on va lui faire boire des choses, etc. Et tout ça le constitue, le fait grandir, voilà. Et des fois il faut pas beaucoup de mots. Il suffit de certaines choses très légères, comme tu disais, l'eau, on remplit, etc. Voilà. Et déjà, il se passe des choses. Voilà. Et je pense que notre métier à nous, au centre ou ailleurs, c'est être des passeurs, nous sommes médiateurs, on n'est là pas forcément pour parler, raconter toujours, mais c'est aussi proposer des situations au public, aux enfants, de faire ou pas faire, de regarder, mais surtout leur proposer des scénarios très différents. Et ça, pour ça, Nathalie est très forte dans les scénarios. J'ai oublié de dire, je travaille beaucoup avec les scénarios de vie. On va continuer justement, si on peut remettre pour voir d'autres projets. Et Nathalie, quelque chose comme Bloc Terre, justement, le Bloc là, c'est sa durée de vie. Ben, il est en itinérance en fait. Oui. Donc en fait, il y a certaines parties qui sont un peu remplacées, qu'on appelle un peu consommables, mais sinon les structures elles ont été faites pour durer. Moi, mon métier c'est d'être designer industriel, donc je sais faire pour aussi durer. Voilà. Voilà, donc on va faire une petite transition sur un autre type de projet qui est en fait le MUMO, le musée mobile. Donc là, on voit l'implication aussi de cette envie d'aller dans ce qu'on appelle les zones blanches, donc des endroits où il n'y a pas du tout de culture. Moi, je viens de la Champagne-Ardenne et je viens d'un tout petit village de 80 habitants et j'étais particulièrement heureuse de travailler sur ce MUMO. Le MUMO, c'est à l'initiative d'une personne, là encore, Ingrid Brochard, qui s'est dit, en fait, on va créer un musée qui va, comme vous le voyez, prendre forme d'un camion. Donc, mon intervention, c'est de dire, ici, c'est un camion, il faut quand même que quelque part, on parle de convivialité, on procure la possibilité de s'asseoir, d'accueillir convenablement tout autour. Donc on va pouvoir s'asseoir d'un côté, simplement en utilisant le système hydraulique du tiroir, je viens déployer comme des ailes, et après on n'a plus qu'à monter un toit, et voilà ce petit abri qui est constitué. Et de l'autre côté, on va avoir la possibilité d'inscrire en fait de montrer le travail des enfants qui est fait pendant la médiation, puisqu'il y a bien sûr une médiation. Et à l'intérieur, on a un petit cabinet de curiosité qui est donc justement vraiment dédié aux enfants. L'idée, c'est pas de mettre du monumental, mais mettre plein de petites œuvres. Alors j'ai oublié le principal, c'est que ce camion, il va en fait de région en région et il va se remplir au contact des FRAC, des fonds régionaux d'art contemporain. Donc l'idée de cette personne, c'était de dire justement, on collectionne, en fait, on a ces fonds dans toutes les régions et faisons en sorte de les diffuser plus grandement qu'elles le sont actuellement. Voilà, un petit cabinet de curiosité, donc comme vous voyez, et puis toute une médiation qui est organisée autour du camion, donc qui, comme vous le voyez, qui sillonne maintenant la France. D'autres projets, un projet du nombril, donc ça je voulais le montrer
à l'école. C'est un projet à Singapour. C'est un projet un peu particulier parce qu'il est dans le musée national. Et en fait, on m'a demandé de faire un lieu d'accueil pour les familles, puisqu'en fait, il n'y a pas encore justement cette habitude d'aller dans les musées. Hein. C'est vraiment plutôt les touristes. Il n'y a pas cette culture d'aller dans les musées. Donc comment, en regard d'une exposition qui est sur les aires de jeu, comment on peut inviter les familles? Donc j'ai repris simplement cette idée d'arbre. Je vais aller un peu plus vite avec ces arborescences. Et en fait, la partie centrale tourne. Et vient, donc là, les enfants vont s'allonger les petits, là encore, vont s'allonger dans la partie orange, et il va y avoir un jeu cinétique qui va se dérouler simplement avec les rubans qui viennent se tourner au-dessus. Voilà, un autre projet pour une bibliothèque à Genève, où je vais juste montrer la partie qui concerne les enfants, qui s'appelle Le Monde en devenir. Donc j'ai retravaillé sur toute l'organisation de la bibliothèque qui doivent en fait évoluer maintenant. Et Le Monde en devenir, en fait, avec l'idée là encore de travailler sur différents âges. Quand je suis arrivée dans cette bibliothèque, il y avait beaucoup de livres, et ça faisait même un peu peur, je trouve, par rapport à un enfant qui n'a pas l'habitude de côtoyer les livres. Donc là, on retrouve le nombril, et vous voyez au-dessus, les parents sont invités à prendre. Bien sûr, il y a des bacs avec les premiers livres, mais il y a aussi des petits objets d'éveil, en fait, et les parents vont, eux, choisir les objets et les poser au centre. Pour une autre petite classe, pour des enfants plus âgés, on a cette structure. Et on a celle-là voilà, avec trois catégories d'âge. Donc c'était important de le signaler. Et puis avec des livres qui sont en facing, et bien sûr les bacs avec les livres comme vous le connaissez. Je montre ce projet parce qu'en fait au départ il n'y avait pas le budget pour faire ce projet-là. Et en fait en faisant un état des lieux avec la directrice des bibliothèques de Genève, on a en fait trouvé un budget en achetant en fait du bois et en faisant préparer ces structures par les gens qui font les théâtres pour la ville. Et toute la partie métal en fait qu'on voit pas ici, puisqu'on est plutôt dans l'étage des enfants où j'ai choisi d'utiliser que du bois, a été lui réalisé par un centre de réinsertion. Donc il existe en fait aussi des moyens de fédérer les différents acteurs qui dépendent de la ville aussi pour arriver, quand on le veut. On parlait d'intention tout à l'heure, et ça c'est important. Quand les intentions sont là, on arrive en fait à créer des projets de la sorte. Et enfin, je vais terminer avec Saul et les Hoopies, qui est en fait un autre projet réalisé avec le centre Pompidou et Sarah, ici présente, qui en fait part du principe que les enfants adorent le spectacle de fin d'année. Et moi, je me souviens, quand j'étais petite, puisqu'on parle un petit peu de nos émotions, que c'était un grand événement. Et pourquoi on aime le spectacle de fin d'année? Parce qu'en fait, on va chanter, on va pouvoir montrer à ses parents aussi, et on va le faire tous ensemble, on met son énergie ensemble pour créer quelque chose. Et donc l'idée n'était pas de faire en fait un manège, mais plutôt un conte musical, et j'ai eu la chance de travailler avec Dominique Dalcan sur ce conte musical, en créant en fait un petit personnage qui s'appelle Hoop. Les enfants sont amenés à devenir des Hoopies. Donc venir Hoopies, ça veut dire avoir une petite houppette sur la tête, comme le hoop. Et la houppette permet en fait, c'est une antenne un peu magique qui permet de rentrer en communication avec les animaux et avec avec le végétal. Tout va bien. Voilà, donc on l'a présenté d'abord devant le centre pour remercier les équipes. Et puis après, alors c'est mettre son énergie ensemble, et c'est surtout pas utiliser de l'énergie. Et comme vous le voyez, on va pédaler pour faire tourner les petits habitants de ce domaine, où on a en fait les différents personnages. On va donc monter sur ces personnages, on va les mouvoir grâce au vélo. Et puis on a entre les personnages, comme les écureuils, le loup, la souche, on a les instruments de musique qui sont des instruments de musique en fait, on va dire complètement
improvisé. Hein, on n'a pas besoin de savoir jouer de la musique. Ça, c'est un détournement de cloche de vent. Et il s'appelle Monsieur Rainbow. Les instruments de musique sont en charge du climat, en fait, sous le saule pleureur. Oui, j'ai oublié de dire que c'était un saule pleureur, mais vous l'aviez deviné. Et voilà à quoi ça peut ressembler. On a Madame Giboulet, et là, ce sont des petits grelots, en fait. Et puis, bien sûr, tout ça est accompagné par le son et les chansons écrites par Dominique. Patrice, tu voulais? Oui. Donc, c'était une autre forme, en fait, oui. Là encore. Alors, ma pauvre Pauline, tu vas pas y arriver avec nous. Hein. On est 3 là, ça va être pour animer la tableau. Non, je suis pas si bavarde en fait. Non, pas du tout. Non, j'ai juste envie de terminer. Tout à fait. Non, mais là, c'est un exemple. Par exemple, le manège, quand on a au Centre Pompidou, qu'on a dit pour les 40 ans du Centre Pompidou, on va faire un manège. On a dit ah oui, un manège. Alors il y aura le truc qui va descendre, le truc traditionnel, etc. J'ai dit mais non, on va pas faire un manège. Mais non, ça sert à rien. D'abord, à un moment donné, c'était plus un manège. C'était un outil pour nous. Un outil de création unique où l'enfant va avoir aussi un rôle de manière collective aussi. Ça, c'est intéressant parce que souvent, le manège, c'est plus individuel. Je fais mon petit tour. Voilà. Oui. Et là, il faut être plusieurs, faire la comédie musicale, chacun un rôle. Et en fait, le message est simple, c'est ensemble, on peut sauver les choses, etc. Et tout. Et en fait, dans nos projets, je pense qu'ils tiennent à la durée aussi. Et c'est grâce aussi avec les artistes. C'est les messages qu'on fait passer, mais aussi la forme dans laquelle on va proposer au public. Parce qu'on aurait pu faire un manège, mais quel intérêt de faire un manège de plus? Là, c'est pas un manège. C'est un manège qui, si on n'est pas collectivement, ça ne fonctionne pas. Et tous les messages de matériel aussi sont un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur je fais mon activité par enfant ensemble dans mon coin. C'est qu'à un moment donné, on le vit de manière collective, on partage, on se rencontre. Et ça, c'est des notions, je pense que la culture le permet, et nos lieux le permettent aussi. Il faut renforcer ça. La Maison des Petits, on le voit bien, elle a beaucoup besoin. Les gens ont besoin de se rencontrer, les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de se parler. Voilà. Et je pense que tous ces projets-là permettent tout ça. Oui, et ce qui est important aussi, on le voit peu, en fait, c'est une structure qui se déploie, qui vient se tracter dans une remorque, donc il y a une espèce de complexité en fait de la chose, mais je ne voudrais pas rentrer exactement dans toute cette complexité, mais en même temps il y a des partis pris. Moi je ne voulais pas dépenser trop d'énergie, juste un petit peu de lumière, donc on pédale. Je ne voulais pas utiliser de plastique, donc ce que vous voyez là c'est essentiellement du métal. On a du caoutchouc au sol, mais le caoutchouc étant on va dire très spécifique, et l'idée c'est aussi ça, c'est de voir que ça, du coup ça a généré ces formes qui donnent un langage complètement différent et qui va faire quelque chose de singulier et qui va faire que l'expérience, elle va être singulière en même temps. Excusez-moi, mais derrière tout ça, il y a aussi une dimension écologique aussi, une sensibilisation aussi. Oui, en fait, il y a dans le message, puisqu'en fait, le saule, pour raconter un petit peu l'histoire, a la capacité de retourner en derrière et de revenir à des endroits où nous, humains, avons fait une bifurcation, enfin, ou plutôt n'avons pas bifurqué pour réparer le monde. Donc en fait, on invite les enfants à réparer le monde ensemble, en chantant, en donnant leur énergie. Et après, le saule va partir, mais les hoopies vont rester. C'est-à-dire que les enfants, munis de leur petite antenne et leur capacité à rentrer en communication avec le végétal et le monde animal, vont continuer en quelque sorte à porter cette responsabilité. Voilà. Est-ce que, Patrice, je voulais vous demander, ou même à tous les deux d'ailleurs, ce que vous dites là, c'est-à-dire aujourd'hui créer ces œuvres-là avec l'écoute des enfants, l'écoute du monde, est-ce que c'est finalement nouveau, mais où finalement vous avez toujours travaillé comme ça? Est-ce que vous sentez une évolution à laquelle vous êtes obligé de vous adapter par rapport à un besoin de rencontre, besoin de donner du sens? Est-ce que ça a changé vos pratiques depuis 77? Non, il n'était pas né. Je
Moi, je suis toujours partie du principe que les designers doivent vraiment apporter quelque chose de singulier et de personnel. Oui, donc j'ai la chance, en fait, en fonction des lieux et des partenaires avec qui je développe le projet, de pouvoir développer des choses complètement différentes. Et en fait, les choses se nourrissent l'une l'autre quand même. Et petit à petit, une expertise grâce à le fait de côtoyer des gens dont c'est vraiment le métier et l'expertise, en fait. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'intéresse qui m'intéresse, c'est primordial pour moi de le faire dans ma pratique de designer. Moi, j'ai envie de dire, notre ADN à nous, l'historique de l'atelier des enfants, c'était le faire, la pratique avec les artistes. Ça, que ce soit 77 aujourd'hui, ça n'a pas changé. La chose qui a changé, c'est peut-être la société, la tranche d'âge, je disais tout à l'heure. Les besoins. Oui, exactement. Si on avait dit, par exemple, quand je suis arrivé il y a 17 ans au centre, on avait dit on était 6-12 ans, on a élargi, on a fait 3-5 ans. La question, toujours on me pose des questions, mais quel intérêt de faire les 3-5 ans parce qu'on faisait 6-12, etc. Je dis, mais on sentait bien quand même qu'il y avait un gros mouvement il y a 17 ans déjà qui commençait dans différents lieux, notamment les bibliothèques. Le rapport au livre, par exemple. Moi, je cite toujours cet exemple en disant, le tout petit, à un moment donné, on disait quel intérêt de mettre un livre dans les mains d'un gamin, il ne sait pas lire. Voilà. Aujourd'hui, je pense que cet aspect-là a évolué et on trouve que c'est assez normal, évident de mettre un livre dans les mains. Et tout d'un coup, nous, côté art plastique, on se disait, mais quel intérêt de mettre des tout petits devant des œuvres? Ils ne comprennent pas, il faut qu'ils aient le même âge. Mais c'est pas, cette question-là, je pense que aussi a évolué avec le temps. Donc, ce qui évolue, c'est les mentalités des adultes. Nous, notre ADN reste le même. On s'adapte par rapport à cette évolution de société. Aujourd'hui, je pense que quand on a créé, par exemple, l'espace pour les ados, pour nous, c'est un enjeu essentiel et primordial parce que je trouve que la place de la jeunesse dans ce pays n'est pas assez grande. On laisse ces jeunes dans une problématique de... Voilà, je trouve qu'on n'a pas une belle image de notre jeunesse. Et l'idée du centre de dire, il y a 10 ans, on crée un espace pour les studios 13-16 parce que les jeunes ont des choses à dire, parce que c'est là la tranche d'âge aussi où il se passe des choses, ils sont en co-construction dans l'âge adulte, etc. On doit accompagner ça. Et on ne doit pas dire, ça ne les intéresse pas l'art, ça ne les intéresse pas la culture. Moi, j'ai dit, si vous n'avez pas des publics dans vos lieux, c'est parce que vous ne mettez pas, vous ne savez pas leur parler, vous ne savez pas faire qu'à un moment donné, il y a un attrait pour venir chez vous. Voilà. C'est comme quand vous invitez quelqu'un, vous l'invitez une fois, si vous faites un bon repas, il revient, la deuxième fois, peut-être pas. Voilà. C'est exactement la même chose. Et donc, nous sommes des maisons de culture, et donc on doit bien accueillir dans ce sens-là. Et donc, il y a un côté très, on va dire, concret, ou en tout cas, je ne sais pas... réjouissant. Oui, exactement. Il y a un côté un peu... pas banal, j'ai dit, mais comment on accueille les gens, comment on fait qu'on soit plus ouvert, comment on fait que le rapport à l'autre, la différence, voilà. Aujourd'hui, par exemple, on réfléchit sur notre projet que le Centre Pompidou doit être plus inclusif. Aujourd'hui, tous les musées font des activités pour les handicapés, pour les machins, les là. C'est insupportable à un moment donné. À un moment donné, on peut se dire aussi que est-ce qu'on ne peut pas proposer quelque chose où tout le monde est réuni, quelle que soit son origine, quel que soit son état, quelle que soit sa provenance, etc. Et que ça s'appelle de vivre ensemble, quelque part. C'est ça aussi. Je pense que c'est des projets de ce type-là qui sont très ouverts, très généreux, qu'on a envie de faire. Et qui vous obligent évidemment à bouger dans vos pratiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Manifestez-vous. Ah, merci pour la lumière. Est-ce que, dernière question, vous êtes achevé avec la chaleur? Alors, j'en ai moi peut-être une, je me tourne vers Nicole. Vous disiez c'est gratuit, et en même temps vous avez parlé de la fondation Duplot, en étant très à l'aise. Comment vit 104 ? Le 104, c'est une enveloppe Ville de Paris. Ville de Paris, donc une mairie. Mais pour le projet plutôt artistique, et on recherche des fonds propres par la billetterie, nos commerces, festivals, on peut organiser des actions commerciales, un défilé, vous pouvez privatiser le 104, mais on ne privatise jamais nos espaces de travail.
Donc la Maison des Petits n'est jamais fermée, par exemple. Donc c'est un grand lieu qui est ouvert au privé par ailleurs. Voilà. Et donc on parle de plusieurs millions d'euros qu'il faut trouver. Ça fait que toute l'équipe elle est dans cette dynamique-là. Et il s'agit aussi du coup, même la Maison des Petits, elle sert aux relations avec les publics pour pouvoir aller voir les partenaires, tisser des liens sur le territoire et sur l'international, en s'appuyant également sur tout le travail social et qu'on peut faire au 104 à partir de la Maison des Petits. Donc ça, c'est très, très important. Même, c'est un rebondissement sur l'équipe. Le fait qu'il y ait un lieu comme celui-ci dans le 104, ils savent très bien que la part sociale, elle est faite, puisque les familles, elles arrivent, et elles arrivent vraiment de partout. Et c'est un outil de travail également pour les équipes du 104. Et de la même manière, nous-mêmes, on est nourris par tout ce qui se passe dans le 104, parce qu'il y a une énergie, une dynamique. C'est tout le temps en mouvement. Donc du coup, tout le monde est dans un mouvement de création. Eh bien, merci à tous. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous. Merci.